fascine, nous effraie, nous passionne. Cet été, Transfert se met à l'heure des faits divers. Découvrez, à travers la voix des victimes, mais aussi des coupables, ce que ces crimes disent de nous. Abigail a construit toute sa vie autour de sa famille. Après son divorce, elle décide de vivre en colocation avec ses deux sœurs. Ensemble, elles revivent les meilleurs moments de leur adolescence. Mais un jour, la sœur d'Abigail, Stéphanie, disparaît. Vous écoutez Transfert, épisode 336, un témoignage recueilli par Tiffaine Piauget. Je me sépare en fait du père de mes 2 premiers enfants en août 2008, le jour de la naissance de notre fils, notre dernier fils. Je suis à l'époque très perturbée par cette situation et donc la décision est prise de retourner en fait habiter chez ma mère. En février 2009, ma sœur Stéphanie, ma sœur aînée, et mon autre sœur Cécile, donc Cécile qui est l'enfant du milieu, décide aussi de venir habiter avec nous. 4 femmes et 2 enfants. Je me sens très bien. Je suis très bien. Je suis à l'aise. Je suis dans mon élément. Entourée des 3 femmes que j'aime le plus au monde. Donc, je m'apaise. Je m'apaise. Cet appartement est très grand. On a 2 chambres et un énorme salon. On a une cuisine, on a un balcon, 2 balcons qu'on n'avait pas avant. Donc, Stéphanie et moi, on fume discrètement quand notre mère dort. C'est un endroit tellement rempli d'amour. Mes sœurs et moi, on a toujours été proches. On se chamaille beaucoup, énormément. On se lance beaucoup de punchlines. On se fait aussi beaucoup de crasses. C'est assez comique. Entre ramène-moi un verre d'eau et on met du dentifrice dedans ou du sel. On a toujours fait ça, en fait, jusqu'à maintenant. On le fait encore. On se considère toutes les 3 comme la même personne, en fait. Une relation assez fusionnelle, clairement. Stéphanie est une femme adorable, bienveillante, qui a le cœur sur la main. Il suffit qu'elle voie quelqu'un se faire chamailler ou qu'elle voit une situation qui est injuste, elle fonce automatiquement. On a l'impression qu'elle a un grand caractère, mais en vrai, en fait, c'est une femme qui a peur de tout, mais elle a un charisme qui est impressionnant. Stéphanie n'a pas eu besoin de me faire un coming out. J'ai toujours dit à ma sœur, ou à qui que ce soit, même à mes enfants, vous allez me présenter la personne que vous aimez. C'est ça qui m'intéresse. Stéphanie croit en l'amour, en fait, avec un grand A. Elle cherche juste à se faire aimer, en fait, à trouver la personne avec qui elle pourra faire le reste de sa vie. Quand elle aime à 100%. Elle aime à 200%. Elle se donne corps et âme à la personne qu'elle aime, quitte à en perdre la santé. Stéphanie, un jour, nous annonce qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle souhaite qu'on la connaisse. Donc, un soir, c'est un mardi soir, je suis dans la cuisine. Je vois la porte s'ouvrir au niveau de la cuisine et là, je vois Stéphanie et Sylvie ensemble. J'ai un mouvement de recul. Quand je vois Sylvie, son visage est fermé. Sylvie a un regard noir. Ça me perturbe. J'ai l'impression qu'elle veut me montrer qu'elle est supérieure à moi, en fait, qu'elle veut s'imposer, en fait. Stéphanie part dans la chambre pour aller chercher quelque chose et Sylvie me regarde et je lui dis tu sais, tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de toi. Du moment que Stéphanie est heureuse, pour moi, c'est le principal. Alors, j'adore provoquer les gens en règle générale et justement, je suis quelqu'un de très sarcastique. J'ai un humour à couper au couteau et Sylvie, continuant à faire la tête, je lui dis: «À un moment, il faudra peut-être sourire, sinon je dis un mot à Stéphanie et c'est fini entre vous». La 3e fois où on se voit, je lui pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à sa profession, savoir qui elle est réellement. Je lui demande d'être franche avec moi parce que ma priorité, c'est
que Stéphanie soit heureuse, mais qu'elle aussi ne subisse pas les foudres de Stéphanie par rapport à son petit caractère. Donc de là, elle commence à me parler, à me raconter sa vie, sa passion, qui est la chanson, et me fait écouter de la musique, sa musique. Et là, je sens que Sylvie se détend complètement avec moi. Donc j'écoute sa musique et je l'encourage. Je lui dis: «Écoute, c'est bien ce que tu fais. Ce serait bien de mettre aussi un peu plus, d'émotion dans tes chansons». Et à partir de là, on échange nos numéros de téléphone et une relation, amicale, mais plutôt fraternelle, en fait, se crée avec, Sylvie. Avec Sylvie, on se voit souvent, même sans Stéphanie, étant donné que, je travaille à la Défense et qu'elle aussi travaille sur la Défense, on se croise, on se parle. Je la soutiens dans sa musique, donc elle m'envoie, on discute par SMS, elle n'hésite pas à m'appeler quand elle a des questions. Je dirais que je suis, au téléphone avec, autant avec Sylvie qu'avec Stéphanie et même un peu plus avec Sylvie. Février 2013, donc j'ai Stéphanie qui m'appelle. Je suis au travail, donc en bas d'une tour de la Défense. Stéphanie me dit, «J'ai une nouvelle à t'annoncer», donc je l'écoute. Elle m'annonce, elle est enceinte et je lui dis: «Mais non, mais c'est impossible, tu es en couple avec une femme». En fait, elle m'explique qu'elles ont fait appel à un donneur, sur internet. Elle est heureuse d'être enceinte. Moi, je suis très heureuse aussi. Je lui sors la phrase qu'on sort, dans ces cas-là dans ma famille: «J'espère que tu auras une fille et qu'elle te fera la même chose que tu as fait à maman». C'est un rite de passage chez nous, cette phrase-là, parce que, Stéphanie et moi, on n'a pas été très cool, à l'adolescence. Donc souvent, notre mère, nous disait cette phrase. Donc c'était notre petit, proverbe, indien à nous. Lorsqu'elle m'annonce qu'elle est enceinte, je suis très heureuse d'être Tati. Enfin, je vais pouvoir pourrir un enfant qui n'est pas à moi. Enfin, je vais pouvoir faire n'importe quoi dans l'éducation d'un enfant, lui donner des glaces à 10 heures du matin, lui acheter plein de jouets, qui font du bruit sans que ça résonne chez moi. Donc je suis très heureuse. Stéphanie voulait un enfant, mais elle voulait pas un enfant tout de suite. Elle voulait attendre. Mais Sylvie étant âgée de 35 ans, 40 ans, souhaitait un enfant de suite parce qu'elle se trouvait beaucoup trop vieille. Lorsque je l'ai au téléphone, Stéphanie me dit, «Bah, c'est le moment ou jamais». C'est un moment de joie, c'est un moment, de partage. C'est en février, 2013. Je le répète parce qu'en fait, Stéphanie, a eu sa première échographie fin février. Elle m'appelle en pleurant. «Je viens d'avoir ma première échographie. Ils sont 2 et elle pleure. Et je lui dis: «Ben, écoute, c'est génial 2, c'est un moment de partage, tu vas voir, ça va être sportif» et puis voilà et puis, elle a eu un peu de mal à l'encaisser quand même et elle a une grossesse très compliquée avec des bas de contention, le visage qui double ou triple de volume. Donc en septembre, elle donne naissance à Antoine et Victor, des jumeaux, magnifiques. La vie de Stéphanie, et de Sylvie est bouleversée. J'ai attendu 1 mois et 3 semaines pour que Sylvie et Stéphanie, me ramènent Antoine et Victor à la maison. Lorsque je les vois, je suis la Tati la plus heureuse du monde. Ils sont magnifiques. Ils sont déjà très intelligents. Je le vois bien. C'est ma 3e histoire d'amour, après mes 2 enfants. Je garde les jumeaux, très souvent, tous mes week-ends, dès que je peux. Je prends même des jours de congé pour eux, pour pouvoir profiter d'eux au maximum, pour pouvoir, être une super Tati. Pour Stéphanie et Sylvie, ces premiers mois sont compliqués. Passer de 2 à 4,
avec ce que ça implique, le manque de sommeil, le manque de sortie. C'est compliqué. Elles s'accrochent. Elles s'accrochent à leur amour, elles s'accrochent à leur couple et elles s'accrochent énormément à Antoine et Victor, les jumeaux. Stéphanie, reste 3 ans à élever les jumeaux, à ne pas travailler et elle s'occupe d'eux, pendant que Sylvie, retourne au travail. Ensuite, quand Antoine et Victor entrent à l'école, Stéphanie, décide, de retourner travailler. À partir de ce moment-là, la relation entre Stéphanie et Sylvie bascule. Sylvie commence à devenir jalouse, à faire beaucoup de crises. Elle interdit Stéphanie de travailler. Elle pense que Stéphanie, va arrêter de l'aimer. Elle commence à m'appeler un peu plus souvent au téléphone. Sylvie critique beaucoup Stéphanie sur son rôle, de mère, sur son rôle de femme. Stéphanie est très mal. Elle perd plus de 50 kilos. Stéphanie, au début de sa relation avec Sylvie, pèse 110 kilos. À l'entrée, des Antoine et Victor à l'école, Stéphanie pèse 55 kilos. Sylvie me dit que, elle perd ce poids parce que, elle souhaite rencontrer quelqu'un de nouveau. En 2016, Stéphanie habite chez moi durant 3 mois. Elle vient avec, les jumeaux, afin de m'épauler dans mon rôle de mère et respirer justement de sa relation avec Sylvie. Quand j'apprends que Sylvie fait des crises à Stéphanie, je me sens pas bien du tout. Je dis à Stéphanie de réfléchir, de poser le pour et le contre et de prendre une décision, que ça soit voir, un psychologue de couple ou sinon de se séparer. Après les 3 mois, Stéphanie, me demande des documents pour, inscrire Antoine et Victor dans ma commune, à l'école, car elle souhaite, rester chez moi et au dernier moment, elle, décide, de retourner, habiter, avec, Sylvie. Elle vient de passer 3 ans à élever, les jumeaux, 3 ans à être enfermée, donc ne pas savoir, sur quel pied danser. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle retourne auprès de Sylvie. Au départ de Stéphanie et des jumeaux, je rencontre un homme avec qui je vais me mettre en couple et avec qui je vais avoir, un petit garçon. 1 an plus tard, c'est l'anniversaire de mon petit dernier qui fête ses 1 an. J'ai loué en fait un restaurant. Quand je vois Stéphanie, descendre les escaliers du restaurant, j'ai les larmes aux yeux. Puisque, physiquement, je vois qu'elle est fatiguée, je vois qu'elle est épuisée et elle est d'une maigreur qui est affolante. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens que je suis en train de perdre ma grande sœur et on prend une pause toutes les 2. On se met en fait, sur la rive, du restaurant, donc devant l'Oise. Je pose des questions à Stéphanie, je lui dis, «Qu'est-ce qui se passe?» et elle me dit: «C'est pas le moment. On en parlera plus tard». Je vois le regard de ma mère qui regarde, Stéphanie en pleurs et ma mère et moi, on se regarde et on sait qu'il y a quelque chose. Stéphanie, me parle, que s'il lui arrive quelque chose, que ce n'est plus moi qui aurai la garde, de Antoine et Victor. Car, maintenant il y a le petit dernier qui est là et que je n'arriverai pas à m'en sortir avec 5 enfants et que ça serait, donc Cécile, la sœur du milieu, qui aurait la garde des jumeaux. On a cette discussion parce que ça fait quelques jours que Stéphanie se sent pas bien. Ça m'étonne pas que Stéphanie me parle du s'il lui arrive quelque chose. Stéphanie est une personne très stressée par rapport à la mort, donc ça me perturbe pas qu'elle me parle du «on sait jamais». Le lundi 25 mars, 2019, je suis, au bureau, à La Défense. J'ai, ma sœur Cécile qui m'appelle à 13h08
puisque je reviens de la cantine et je prends mon café. Et Cécile me dit que Stéphanie a disparu. Une collègue de Stéphanie a appelé Cécile pour lui dire que Stéphanie n'est pas venue travailler. Et c'est pas dans l'habitude de Stéphanie de pas venir travailler sans prévenir. Moi, je panique pas tout de suite parce que je me dis ça va, comme d'habitude, Stéphanie a dû encore perdre son téléphone ou le noyer. Les téléphones portables n'aiment pas Stéphanie, donc je panique pas. Je me dis Stéphanie va racheter un téléphone comme d'habitude et puis à 15h, elle va nous appeler en disant bon je l'ai encore perdu ou je l'ai balancé dans la Seine ou dans les égouts aussi. J'essaye de l'appeler. Je l'appelle et ça ne répond pas. J'envoie un SMS, ça répond pas. Je lui envoie un message par Facebook. Elle le lit pas. Donc je me dis bon, je vais à Marignon et puis après je verrai. Sauf que ma mère pressent quelque chose. Cécile pressent quelque chose. Donc on va au commissariat. On explique ce qui se passe. La police nous dit d'aller voir chez elle. On n'a pas les clés. On y va au culot. On appelle les pompiers. Et on leur dit il y a quelqu'un dans l'appartement qui souffre, faut péter la fenêtre. Donc les pompiers rentrent dans l'appartement, ne trouvent rien. Donc ils ne trouvent pas Sylvie. Ils ne trouvent pas les jumeaux qui avaient un rendez-vous chez le médecin le matin. L'appartement est vide. On retourne au commissariat et on veut déposer une disparition inquiétante. La police refuse. Ma mère monte au créneau. La police accepte. Et le 25 mars, tout commence. La période la plus dure commence. Durant quelques jours, on pense que Stéphanie va réapparaître. Ma mère prépare un sac au cas où on la retrouve dans un hôpital malade ou renversée ou quoi que ce soit. Et on attend. On attend. Et on commence à faire appel au réseau pour voir si quelqu'un a vu Stéphanie. Je prends contact avec Sylvie pour les jumeaux, pour savoir comment ils vont et savoir si je peux les voir. Sylvie refuse que je voie les jumeaux, donc que ce soit ma famille ou moi-même. Et elle ne veut plus de contact avec nous. Elle le dit clairement. En stipulant, ce sont mes enfants, pas les vôtres. Stéphanie a disparu, elle est partie avec un homme. Vous n'avez aucun droit sur les jumeaux. Moi, je pleure. Je pleure parce que c'est pas juste. On peut pas couper des enfants du jour au lendemain comme ça et de leur famille maternelle. En fait, je suis triste parce que je ne peux pas voir les jumeaux. Je suis triste parce que ma sœur a disparu. Je suis triste parce que j'ai l'impression que on n'est pas pris au sérieux par la justice. Une collègue de ma mère a une idée. Elle lui dit « Prends un avocat » pour au moins avoir la possibilité de voir Antoine et Victor. Donc ma mère prend un avocat une dizaine de jours après la disparition de Stéphanie. L'avocat voit qu'il y a une urgence. L'avocate décide d'aller au tribunal de Paris. Et le 4 avril, l'avocate m'appelle. J'apprends que Sylvie a déposé une demande d'adoption plénière de Antoine et Victor. Une demande d'adoption plénière, c'est que l'autre parent perd tous ses droits. Et que donc, dans 2 jours, on n'a plus de lien de parenté avec les jumeaux. Et que donc, on ne pourra plus les voir si Sylvie le décide. L'avocate, il va au culot. Elle va voir le procureur de la République du tribunal de Paris. Elle explique ce qui se passe, que Stéphanie a disparu depuis 10 jours, que Stéphanie ne peut pas refuser l'adoption puisqu'elle a disparu et que donc la procédure doit être arrêtée, le temps qu'on retrouve Stéphanie. Le procureur accepte, il met le dossier de côté et il attend de voir si on retrouve Stéphanie. On demande un rendez-vous en urgence auprès du juge pour la garde des jumeaux.
Et on a un rendez-vous en urgence en juillet, 3 mois et demi après. Ça, c'est urgence, ça, en juillet. Le 7 avril, c'est mon anniversaire et Stéphanie a disparu depuis 10 jours. J'attends ce jour-là. J'attends avec impatience parce que Stéphanie ne raterait jamais mon anniversaire. Stéphanie m'appelle tous les ans. C'est un moment que j'attends tous les ans puisque c'est le moment où on se lance des pics sur notre âge, sur le fait qu'on vieillisse, qu'on prend cher. Et je sais que tous les ans, Cécile appelle Stéphanie pour lui dire de ne pas oublier mon anniversaire et que tous les ans, Stéphanie m'appelle à 20h en disant « Je n'ai pas oublié ton anniversaire », mais qu'elle a oublié. Donc, ce 7 avril 2019, j'attends le coup de fil de Stéphanie jusqu'à peu près 1h, 2h du matin. Et il n'y a pas de coup de fil. Je me dis que Stéphanie n'est plus de ce monde. C'est bête, hein, c'est juste une date d'anniversaire, mais c'était notre rituel. C'est le 24-25 avril 2019. Je suis au travail. Je lis Le Parisien et je vois que un corps de femme a été trouvé dans une ville du 95 que Sylvie avait visité 1 an avant pour un appartement. Et là, je comprends que c'est ma sœur. Ils ont retrouvé ma sœur. Ça prendra 1 mois et 6 jours. Le temps que la police identifie l'ADN et le temps qu'ils mettent tout le monde sur écoute, ils nous préviennent le mardi 29 mai. La police se déplace dans l'appartement de ma mère. Et ma mère est au travail et ils demandent à ma mère de venir car ils l'attendent en bas de son bâtiment. Et ils annoncent à ma mère que le corps de Stéphanie vient d'être retrouvé. Je suis au courant que la police est chez elle. Je m'inquiète, donc je fais du harcèlement pour qu'elle réponde au téléphone, pour qu'elle me dise ce qui se passe. Et en fait, c'est mon beau-père qui répond et qui m'annonce qu'on a découvert le corps de Stéphanie. Je raccroche. Les larmes me montent et j'ai un blackout complet des 15 minutes qui suivent. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé pendant ces 15 minutes. Je sais que mon premier fils est rentré et c'est tout. Au niveau de l'enquête, j'appelle tous les 2-3 jours le directeur d'enquête. Quand il ne veut pas me répondre, j'appelle la police directement. Je trouve des numéros de téléphone à droite à gauche et j'appelle tout le temps, tous les 3 à 4 jours, savoir si l'enquête avance, s'il y a quelque chose, s'ils ont arrêté quelqu'un, quelque chose, mais il se passe rien du tout. La police dit qu'elle ne sait pas de quoi Stéphanie est morte, qu'elle n'a aucune information à nous donner par rapport à ce qui aurait pu se passer. Savoir si c'est un suicide ou si c'est un assassinat ou un meurtre. Ils sont incapables de nous le dire. Mi-juillet 2019, donc on a rendez-vous avec la JAF, le juge des affaires familiales, pour déterminer qui sera responsable de Antoine et Victor. Au départ, on veut pas la garde des jumeaux, on veut un droit de garde, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. J'oublie pas que les jumeaux ont été faits par un couple et que donc Sylvie a autant de droits que Stéphanie. Sauf que, durant ces 3 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous avec le juge, Sylvie devient très vindicative. Son comportement est très irrationnel. Donc, en dernière instance, le jour du tribunal, on demande la garde des jumeaux. Le rendez-vous est que pour ma mère, en fait. On n'est pas invités, donc Cécile, moi-même et mon beau-père, on n'est pas invités, mais en tant que famille soudée, on y va tous. Ma sœur, mon beau-père et moi, on est à l'extérieur du bureau. L'échange se finit.
Donc le juge dit qu'elle rendra une décision d'ici 1 mois ou 2. Ma mère quitte le bureau, du juge et l'avocate, échange comme ça avec le juge, en lui expliquant un peu ce qui se passe, dans l'angoisse où on est actuellement par rapport au fait de ne pas savoir où sont les jumeaux. Moi, je prends la décision de repartir parce que, je dois récupérer, mes enfants et donc je quitte le tribunal, de Paris et au bout de quelques minutes, je regarde mon téléphone en rentrant dans le métro et je vois que j'ai plusieurs appels manqués. Je rappelle ma mère, elle ne répond pas. Je rappelle, Cécile et là, j'entends ma mère qui dit, «Reviens, cours, il se passe quelque chose, le juge veut nous entendre tous les 4». Je dis: «OK, pas de souci», je cours jusqu'au tribunal, je repasse par les sas, c'est assez comique et en arrivant, devant la porte, du juge, elle nous annonce que exceptionnellement, elle va faire une réunion extraordinaire, un conseil de famille en urgence pour déterminer ce soir qui est responsable légal d'Antoine et Victor. Le juge nous dit clairement que ma mère ne peut pas avoir la garde des jumeaux puisqu'elle vit hors de France. Donc la juge en elle-même décide de demander à Cécile si elle souhaite avoir la garde des enfants. Cécile est d'accord, mais son logement n'est pas adapté, elle est en studio à Paris. Ma mère propose que j'ai la garde en fait des jumeaux. Le juge, dans un premier temps, est réticente parce que j'ai déjà 3 enfants, que 2 de plus serait trop compliqué pour moi et je lui explique que je m'occupe des jumeaux depuis qu'ils sont petits et que ça n'a jamais posé de problème. Même si Stéphanie m'avait dit lors de l'anniversaire de mon dernier fils, qu'elle ne voulait pas que j'ai la garde pour pas que ce soit trop compliqué pour moi, j'ai jamais écouté personne, c'est pas maintenant que je vais écouter. Donc pour moi, c'était sûr que je voulais la garde des jumeaux. Je suis celle avec qui a passé le plus de temps avec eux. Donc quand le juge, accepte après un vote, parce qu'on doit voter, je sors du bureau du juge, on se regarde, on dit rien. À ce moment-là, on n'a aucune information et on est même étonnés et notre avocate aussi est étonnée de voir, qu'on vient pour une demande de garde et qu'on ressort avec, une responsabilité légale et une tutelle, pour les jumeaux. En sortant du tribunal toute seule, je m'écroule en me disant: «Ben, enfin, on va pouvoir savoir s'ils vont bien». On ne sait pas où sont les jumeaux, on ne sait rien du tout. Ma première idée, c'est déjà d'aller m'occuper de mes enfants et à partir du lendemain, juste avant la fête du 14 juillet, je vais, à, la gendarmerie à côté de chez moi et je leur explique ce qui se passe et que je souhaite porter plainte pour enlèvement puisque d'après un juge, depuis hier, je suis responsable légale des jumeaux et que donc je dois signifier le fait que je ne les ai pas. Et tous les soirs, pendant une dizaine de jours, je vais à la gendarmerie à côté de chez moi et je dépose des mains courantes. Tous les soirs. Donc il y a des soirs où je viens avec un McDo, des soirs où, je dors clairement à la gendarmerie, tous les soirs. L'OPJ n'est pas content, mais je leur ai dit: «Tant que je n'ai pas les jumeaux, tous les soirs, je suis obligée de venir vous voir parce que moi, il faut que je me couvre, hein, je sais pas ce qui peut arriver». Donc à ce moment-là, moi, j'envoie des messages à Sylvie pour, lui spécifier, le fait que j'ai la garde des enfants et qu'elle doit me les ramener. Elle ne répond pas. Elle fait la morte. Cela dure à peu près, 6 jours et à un moment, l'OPJ donc de là où j'habite l'appelle et lui explique ce qui se passe, que j'ai la garde des enfants, qu'elle doit me les ramener et d'un coup d'un seul, donc Sylvie commence à me contacter et elle me dit: «Non, je ne te donnerai pas les enfants». Je suis quelqu'un qui est très bienveillante, qui essaie vraiment de parler et ce samedi-là, j'en ai marre. Ma bienveillance est partie, je suis fatiguée, ça fait des mois que Stéphanie a disparu, je dois gérer, mes 3 enfants, je dois gérer, ma famille. Ce samedi-là, en fait, c'était un jour de déclic et là, j'envoie un message à Sylvie en lui disant: «Écoute, voilà comment ça va se passer. Je veux les jumeaux, j'ai la garde, tu me les ramènes». Il y a plus de discussion, il y a plus d'échange, il y a plus de bienveillance, j'en ai ma claque. J'ai d'autres batailles à mener, maintenant tu me ramènes les jumeaux. Ce samedi-là, ce jour-là, même mon caractère et mon comportement ont complètement changé. Je sens que si les jumeaux continuent à être avec elle, il va y avoir un drame. Pourquoi je le sens? Surtout, c'est parce que un policier qui a eu notre avocate au téléphone a dit clairement: «Retirez les jumeaux le plus rapidement possible».
Quand un policier vous dit ça et quand l'avocate me le dit, il faut que ça s'arrête. Sylvie commence à vouloir, négocier puisque c'était l'anniversaire, des jumeaux, bientôt. Je dis clairement à Sylvie: «Il y a pas de négociation, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui sinon, sinon écoute, on peut venir à plusieurs avec la police, la gendarmerie, il y a pas de souci. Tu vas juste te mettre encore plus de soucis, dans la tête, de tes enfants, parce que ce sont quand même tes enfants. Donc c'est à toi de voir si tu veux qu'on fasse par la délicatesse ou par la force. Actuellement, je suis prête à tout». Donc elle essaie de négocier pendant 1 heure ou 2. Elle m'envoie le dernier message à 11 heures en me disant: «Je te dis où et quand». Et donc à 11 heures et quelques, elle envoie un message en disant, «Rendez-vous 13h30 au McDonald's de La Défense». Et là, on part à plusieurs voitures, récupérer, Antoine et Victor. On attend. On voit, Antoine et Victor apparaître devant nous avec, Sylvie et une ribambelle de personnes qui lui sont proches. On voit les jumeaux, apeurés. On voit, Antoine qui ressemble tellement à sa maman, en train de pleurer et paniquer. Donc là, il y a un échange un peu houleux entre, les 2 familles, on va dire. Sylvie souhaite me parler. Moi, la seule chose que je veux, c'est protéger les jumeaux. C'est prendre les jumeaux et partir loin. C'est la seule chose que je veux. Je dis: «Non». Elle nous donne les jumeaux et on repart avec les jumeaux, chez moi. Quand, je rentre à la maison avec les jumeaux, ils sont apeurés parce que Sylvie leur a raconté beaucoup de bêtises, hein, ce qui est normal, par rapport à tout ce qu'elle a fait comme choix. Victor me parle et me dit, «Tati, c'est bon, on la voit quand maman?» Et là, en fait, je me rends compte que Antoine et Victor ne sont pas au courant que leur maman, est décédée il y a 4 mois. L'un des jumeaux dit, «Oui, ben, en fait, Sylvie nous a dit que maman était partie, refaire sa vie». Et je sais pas du tout comment réagir. Donc je m'occupe d'eux, je fais ce que j'ai à faire. Ils s'endorment et là, on appelle, le centre, psychiatrique, en fait, d'enfants, à côté de chez nous. On leur explique la situation, qu'on a des jumeaux, de 5 ans qui sont pas au courant que leur maman est décédée. Ils font qu'on leur apprenne que dans 4 jours, on enterre leur maman et que dans moins d'une semaine, c'est leur anniversaire. Et tout ça en une journée. C'est la pire journée de ma vie. C'est la journée que j'oublierai jamais. Donc le 12 novembre, en fait, 2019, on a un rendez-vous à la cour d'appel parce que, Sylvie a fait appel de ma responsabilité, légale, sur les jumeaux. Donc là, je croise, Sylvie avec, plusieurs membres de sa cour qui nous regardent, qui rigolent. Le jugement est reporté à plus tard. Le lendemain, je reçois un coup de fil, de l'avocate qui nous dit: «Sylvie vient d'être arrêtée». Je suis perplexe, je me dis: Oui, alors elle s'est fait arrêter, mais est-ce que vous savez pourquoi?» Et donc l'avocate n'est pas capable de me le dire, ce qui est normal, secret, juridique. Donc on attend, on attend. On sait que Sylvie est arrêtée. On ne sait pas pourquoi, ça peut être pour, drogue ou, refus d'obtempérer ou quelque chose, on n'en sait pas du tout. Et on a le coup de fil de la délivrance le vendredi, donc 3 jours plus tard, de la part de la police qui me dit: «Sylvie a été arrêtée pour l'assassinat de Stéphanie». La police m'apprend qu'ils sont 3 à être arrêtés. Donc la compagne, oui, la maîtresse de Sylvie et le meilleur ami de Sylvie et elle. Je suis pas surprise par, les personnes qui ont été arrêtées. Je suis juste surprise de me rendre compte que notre ennemi est souvent une personne qui est près de nous. La seule chose que je retiens, c'est que c'est le jour où je sais que, Stéphanie ne reviendra vraiment pas, qu'elle est morte. C'est le jour où, je regarde, les 5 enfants qui sont autour de moi et que je n'ai pas peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est vraiment le jour où, depuis, tous ces mois, je peux sortir à 22 heures sans avoir peur. En me disant: «La police a fait son travail. Ils ont arrêté 3 personnes». Les questions viennent après, mais ce jour-là, il y en avait pas.
À partir de mars 2020, où le temps passe et je peux enfin un peu plus me poser et une semaine avant le confinement, je reçois un coup de fil de la part du directeur d'enquête sur, l'assassinat de Stéphanie, qui me pose des questions concernant l'entourage de Sylvie. Le directeur d'enquête ne dit rien du tout par rapport aux questions que je me pose, à savoir le mobile, comment? Et la question que je me pose jusqu'à ce jour, c'est: a-t-elle souffert? Par contre, l'entourage de Sylvie sont devenus très causants. Ce qui se passe, en fait, c'est que tous ces gens-là commencent à m'appeler, un par un. Je passe à peu près 2 mois, durant le covid, au téléphone avec tout le monde. Le frère de Sylvie, en fait, m'appelle pour savoir comment ça se passe. Donc moi, je lui pose des questions parce que je sais que lui, il doit avoir les réponses. Et là, il m'apprend, en fait, que tout ça, c'est à cause d'une prêtresse vaudou qui se trouve en Haïti. Et là, je me dis: «Non mais ils lui ont donné une fausse information, c'est pas possible. On tue pas quelqu'un pour une prêtresse, en Haïti». J'ai un doute par rapport à ce qu'il dit parce que c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, Sylvie voulait en fait que Stéphanie, parle à une prêtresse vaudou, parce qu'elle pensait que Stéphanie était envoûtée, parce qu'elle voulait commencer le travail et que voilà. Mais c'est vrai que la prêtresse vaudou comme chef d'accusation, non. Avec ce qui s'est passé pour Stéphanie, je suis devenue une stalkeuse professionnelle. Je mène mon enquête, afin d'avoir le maximum d'informations pour voir ce qui se passe réellement. Et pour la prêtresse vaudou, oui, c'est revenu à deux trois personnes qui m'en ont parlé et la principale qui m'en parle, c'est Christine. Christine, c'est une amie de Sylvie et de Stéphanie. Après le décès de Stéphanie, Sylvie et les jumeaux sont partis vivre chez, Christine. Je l'appelle et là, elle me dit que durant des mois, en fait, les jumeaux et Sylvie ont vécu chez elle, qu'elle a vu, Sylvie appeler à plusieurs reprises une personne en Haïti, que cette personne se dit prêtresse vaudou, qu'elle peut guérir du mal à distance et tuer les gens à distance. Elle me raconte, en fait, ce qui se passe et elle me dit, le regard de Sylvie a complètement changé et était, comme un regard, d'une personne, folle et elle m'explique aussi, un peu ce qu'ont vécu, Antoine et Victor. Qu'Antoine et Victor étaient enfermés, toute la journée pendant quelques mois. Elle me dit que Sylvie perd la tête, que Sylvie se croyait, poursuivie par des méchants, même après, avoir, mis fin à la vie de Stéphanie. Que maintenant, en fait, c'était ma famille et moi-même qui voulions sa mort et qu'on avait engagé des gens pour, la tuer, ce qui n'était pas du tout le cas. Je comprends mieux, en fait, pourquoi on n'a pas encore accès au dossier. Je comprends pourquoi la police a pris autant de pincettes pendant des mois. Je vois bien, en fait, que les enquêteurs, ils ont dû galérer parce que essayer de traduire oralement et par écrit du créole haïtien, ça équivaut, pour un Français, à apprendre le russe. À ce jour, je ne sais toujours pas comment est morte Stéphanie. Les 3 présumés coupables, même durant le procès, sont incapables de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Qui a frappé le premier, qui l'a étouffé, qui l'a mis dans le coffre, qui a essayé de la mettre dans la voiture. Ils sont d'accord sur rien du tout. Donc à ce jour, je ne sais pas. Je me mets en tête que, ben, on le saura peut-être jamais. En 2023, Sylvie a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Jusqu'à la dernière minute, en fait, elle n'a pas avoué. Jusqu'à la dernière minute, elle a dit que c'était pas elle. Quand elle a le dernier mot, entre guillemets, des présumés coupables, elle dit qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'était pas là. Donc le fait qu'elle soit condamnée par la justice, donc par les hommes, à 30 ans de réclusion criminelle, je m'écroule, je me dis: «OK, c'est bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Là, on va pouvoir avancer. Je vais pouvoir avancer, les enfants vont pouvoir avancer et on reviendra plus jamais, on n'aura plus jamais affaire à la justice». Stéphanie nous aurait parlé un peu plus des violences psychologiques qu'elle subissait. On aurait pu l'aider et dans la communauté, justement LGBTQIA+, afrodescendants et africaine, la violence intersexe n'est pas du tout, entendue. Un féminicide, ça peut être aussi, entre mêmes sexes.
C'est comme ça que je le vois en fait pour Stéphanie, c'est un féminicide. Les jumeaux actuellement, ils vont avoir 11 ans. Ils rentrent en 6e. C'est des enfants pleins de vie, qui sont suivis psychologiquement tout au long de leur vie de toute manière. Nous avons donc Antoine qui est le portrait craché de Stéphanie, dans le caractère et dans le physique. Et nous avons une version Victor un peu plus comique, un peu plus, il a un humour très noir, cet enfant. Ils sont fabuleux tous les 2, quoi. L'année 2019, c'est l'année la plus terrible que j'ai eue à vivre. Avant cette année-là, je pensais que ma vie était un peu compliquée. Et depuis cette année-là, je prends chaque année, même avec ses hauts et ses bas, en me disant j'ai connu pire, donc je peux continuer à avancer. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 336, un témoignage recueilli par Tiffaine Piauget. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Victor Benamou. Montage, Johanna Lalonde. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.